Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, ce nouveau Quat'tu lu. Un Quat'tu lu. Alors, je vous disais que la semaine dernière, sur le titre du vlog, c'était une semaine de régalade livresque. Et je peux vous dire que la régalade, elle a continué cette semaine. J'ai lu pas mal. J'ai lu dans des genres divers et variés. Comment vous dire que ça a été par moment le grand écart facial en matière de genre, mais voilà, c'est ça aussi la lecture, c'est pour ça aussi que j'aime bien mélanger les genres et que je ne suis pas sujette de trop, je touche du bois pour l'instant, à ce qu'on appelle la peine de lecture. Alors peut-être que c'est le secret, j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, ça y contribue beaucoup. Donc, je vais commencer par ce Quat'tu lu, par la dernière lecture que je vous présentais dans le vlog. Il s'agit donc de L'Aigle Noir de Jacques Sausset, publié aux éditions Fleuve. Je vous mettrai la petite vignette ici, parce que je l'ai lu en version numérique. Alors, évidemment, voilà, alors vous me voyez venir avec mes gros sabots. Quand on entend parler de L'Aigle Noir, on pense tout de suite au fameux titre de Barbara, L'Aigle Noir, qui fait en substance ceci. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Enfin, voilà. Vous aurez droit qu'à uniquement à ça. Autant vous dire que quand j'ai commencé ma lecture, j'ai eu cette air dans la tête absolument pendant toute ma lecture. Mais voilà, l'analogie s'arrête là. Il n'y a que le titre qui est en commun entre la chanson et le roman. Là, dans ce roman, Jacques Sausset nous entraîne sur l'île de la Réunion, où le roman commence en France, du côté de Toulon, avec Hubert Bourdonnais, qui est un riche industriel français qui fait appel à un ancien commandant de police, Paul Kessler. Il veut l'envoyer à La Réunion, dans le domaine familial, afin d'enquêter sur la mort de son fils, Pierre, qui est décédé quelques mois plus tôt dans le crash de son hélicoptère sur l'île de La Réunion. Pour son père, l'enquête de la gendarmerie a été bâclée. Cette enquête a conclu à un pur accident. Mais pour son père, il s'agit de bien plus que ça. Et donc, il demande à Paul d'aller enquêter dans la discrétion, bien évidemment, pour démêler le fin mot de l'histoire. Paul accepte et s'envole donc vers l'île de la Réunion, s'installe dans la demeure familiale et commence son enquête. Parallèlement à ça, on suit d'autres histoires. On suit un instituteur qui, lors d'une récréation, s'aperçoit qu'une de ses élèves présente des marques de violence sur elle. Elle a des bleus un peu partout sur le corps. Du coup, il alerte les autorités, il alerte la police, la brigade des mineurs, parce que pour lui, cette gamine subit des violences. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur ce pan de l'histoire. Et troisièmement, on suit un Africain qui a fait des choses pas très claires quand même en Afrique. Et donc du coup, il s'enfuit. On suit son périple sur plusieurs bateaux avant qu'il arrive sur l'île de la Réunion. Au début, on ne comprend pas trop quel est le lien entre les affaires, entre les différentes affaires. Et l'arrivée de ce type sur l'île de la Réunion, et au fur et à mesure, on découvre un peu l'ampleur de ce qui se passe. Ça fait franchement froid dans le dos. La description des paysages de l'île de la Réunion, on avait vraiment l'impression d'y être. J'ai regardé quelques images et photos des endroits décrits dans le roman, parce que je suis jamais allée sur l'île de la Réunion. Mais franchement, c'était voilà, on s'y croyait quoi. Franchement, moi j'y étais quoi. Voilà, je fermais les yeux et je voyais le domaine de la vanillerie là-bas. C'était vraiment absolu, c'était très très chouette.
Comment vous dire que Jacques Sausset est un tordu? Je sais, il regardera probablement jamais cette vidéo, mais Jacques Sausset est un tordu. Il est tordu. Il nous a concocté une intrigue sur tout ce que peut comporter la noirceur de l'âme humaine dans un contexte absolument paradisiaque. Voilà, sous les cocotiers, sous les paysages de rêve, la mer bleue, le sable fin, les cocktails à foison, enfin bref, les vacances, hein, un lieu de vacances, se cache de la perversité, se cache de la glauquitude, se cache l'appât du gain, enfin bref, tout le truc dégueulasse, hein, tout ce qui se cache derrière, voilà, le truc sympa, le truc beau. Et ben voilà, Jacques Sausset, il a mis en lumière la glauquitude qui peut se cacher derrière le côté paradisiaque. C'est vraiment extrêmement bien fait. Alors, je suis restée un petit moment quand même sur ma lecture. Non pas que c'était chiant, mais le roman fait quand même 528 pages. C'est extrêmement dense parce qu'on a énormément d'informations. Il se passe énormément de choses. Néanmoins, les chapitres sont très courts. Donc, du coup, on tourne les pages, on tourne les pages, on tourne les pages. Et voilà, et l'enquête apprend vraiment corps à un certain moment du récit, quand vraiment tout est en place, ça s'accélère vraiment, et quand vraiment l'auteur prend vraiment bien son temps pour mettre en place tous ces éléments, et une fois que tout est en place, franchement, ça part vraiment, l'action part vraiment à 1000 à l'heure. On a énormément d'empathie pour les enfants. Il va être question d'enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la découverte de marques de violence sur le corps d'une petite fille. On a énormément d'empathie pour les enfants. Je vous dis, voilà, c'est tout ce que je vous dis. Je vous dis pas de quoi ça parle, mais franchement, allez-y. C'est un suspense mené de bout en bout. Jacques Sausset est vraiment très fort là-dessus. Et si vous aimez l'île de la Réunion, allez-y aussi, ne serait-ce que pour la description des lieux. Ensuite, grand écart facial, et là, il n'y aura pas de chanson. Je vous rassure tout de suite, hein, pour les livres suivants, il n'y aura pas de chanson, il n'y aura pas d'intermède musical. Je ne veux pas non plus me transformer en chaîne musicale, faut pas déconner. Sinon, je vais perdre tous mes abonnés. J'ai commencé en livre audio le premier tome d'un des tout premiers écrits de Robin Hobb. Il s'agit du cycle de Ky et Van Dien. Le premier tome s'appelle Le vol des harpies. C'est un des premiers écrits qu'elle a fait sous le pseudonyme de Megan Lindholm. Et ici, on se retrouve dans un univers de fantaisie, bien évidemment. On fait la connaissance de Ky, qui est une jeune femme qui a perdu sa famille, son mari et ses 2 enfants lors d'une attaque de harpies. Alors, les harpies sont des créatures fantastiques, qui sont voués à l'échelle de Dieu, parce qu'il y a quand même un culte des harpies. Elles sont vénérées dans tous les coins du pays. Et la famille de Ky a été attaquée par une troupe de harpies. Aveuglée par le chagrin et la vengeance, Ky décide de se venger en s'attaquant à un nid de harpies, en tuant la vie dans l'œuf, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Et donc, elle rend coup pour coup aux harpies, mais elle doit s'enfuir, parce que, évidemment, cet acte ne va pas rester impuni vis-à-vis des harpies. Elle va être poursuivie par les harpies, mais également poursuivie par les adorateurs des harpies, parce que ça réclame vengeance. Et elle va se lancer sur les routes. Elle va accepter un voyage assez périlleux quand même pour faire une livraison à un certain endroit. Donc elle va prendre sa roulotte, elle va prendre ses chevaux et elle va partir. Et pendant ce périple, elle va faire la connaissance de Van Dien qui est un voleur, donc il va essayer de la voler. Bien vu Virginie, hein, pour la rencontre. Et ils vont faire connaissance tous les deux. Ils vont s'aider mutuellement.
Et on va suivre du coup leur périple à tous les deux, une fois que Van Dien accepte de suivre Ky dans son périple. Alors pendant le roman, on alterne entre la période actuelle où Ky et Van Dien font leur périple et l'histoire de Ky seul au lendemain de l'attaque de Harpie quand Ky revient dans la famille de son époux. Famille qui voue un culte sans borne aux harpies. Alors, lors d'une certaine... je vais pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais Ky a énormément de mal à comprendre comment la famille de son époux peuvent encore vénérer les harpies, sachant ce qui s'est passé et comment sa famille a été tuée par des harpies. Elle ne comprend pas et elle va s'opposer à la famille de son mari qui essaye tant bien que mal de la garder par devers eux. Mais voilà, ça ne va pas fonctionner et elle va donc du coup partir au prix au prix de beaucoup de sacrifices. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. Alors évidemment, il y a une grande partie de mise en place de l'univers, des us et coutumes, de ce culte des harpies. De connaissances aussi avec les personnages, avec le personnage de Ky et le personnage de Van Dien. J'avoue qu'en audio, ça passe très bien. Je me suis laissée emporter par ce récit. J'ai vraiment beaucoup aimé et autant vous dire que j'ai très hâte d'écouter le tome 2 de cette trilogie. Non, c'est pas une trilogie, c'est une quadralogie, je crois. Il y a 4 tomes. D'une des premières sagas de Robin Hobb. Alors on sent dans la plume le futur potentiel du soldat chaman, des aventuriers de la mer, de l'assassin royal. On sent ce potentiel d'écriture dans ce récit. Alors ça en est vraiment qu'à son balbutiement, mais c'est vraiment extrêmement intéressant de voir la plume de l'autrice à ses tout débuts pour voir l'évolution qu'il y a eu par la suite. Je vous encourage vraiment à découvrir ce cycle si vous aimez la fantasy et si vous aimez Robin Hobb. Ensuite, toujours en audio, j'ai écouté les contes de Biddle le Barde de J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter. Voilà, les contes de Biddle le Barde, c'est un petit peu un spin-off de Harry Potter, dans l'univers d'Harry Potter, bien qu'on n'entende pas, on y ait fait référence une fois, je crois, à Harry Potter. On a 5 contes. Alors les contes de Biddle le Barde sont au petit moldu ce que les contes de ma mère Loi sont non, c'est pas ça. Les contes de Biddle le Barde sont aux sorciers ce que les contes de ma mère Loi sont au petit moldu. Voilà, j'ai remis les choses dans leur contexte. Voilà, ce sont des contes qui sont racontés aux petits sorciers pour les aider à grandir, à apprendre où est le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ne pas faire. Voilà, il y a des morales à chaque fois. Alors certains contes sont très drôles, certains contes sont un peu plus tristes, un peu plus sombres. Mais surtout, ce qui fait le piquant quand même de ces contes, c'est aussi et surtout les notes d'un certain Albus Dumbledore en chaque fin de conte, qui nous explique un petit peu la finalité de ces contes et son ressenti, lui, par rapport à ces contes. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé l'humour de Dumbledore. L'humour un petit peu pince sans rire. Et je crois que mon conte préféré, c'était le premier, avec le conte avec la marmite sauteuse, qui m'a beaucoup fait rire, parce que j'avais l'image de la petite marmite, la guiche, qui sautait. Voilà, ça m'a fait rire. Hein. Ça ne fait rire que moi, mais bon, j'ai passé un excellent moment en audio, ça passait crème. J'avoue qu'en entendant la voix du narrateur, j'ai beaucoup ri à certains passages de contes. Mais voilà, c'est ça aussi la richesse du livre audio, c'est quand vous tombez sur la voix d'un narrateur qui vous porte et vous emmène dans l'histoire. Et ben, je trouve que le pari est vraiment réussi. Enfin, je vais vous parler du dernier roman que j'ai lu cette semaine. Il s'agit de Jésus
3 jours avant sa mort, de Gilbert Borde, paru aux éditions XO. J'ai reçu son roman dans le cadre d'une opération masse critique de Babelio. Alors ici, bon, alors, on va reposer les choses dans le contexte. Tout le monde connaît l'histoire de Jésus. Hein. Qu'on soit, voilà, qu'on soit de confession catholique ou non, ça reste quand même de la culture, générale. Tout le monde connaît peu ou prou l'histoire de Jésus. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Ici, Gilbert Borde commence son roman, donc 3 jours avant la mort de Jésus. Le roman s'ouvre à l'arrivée de Jésus et de ses compagnons aux portes de Jérusalem, où Jésus a l'intention de célébrer la Pâque juive, là-bas, afin de réaliser la prophétie, à savoir que le futur roi des Juifs allait rentrer dans Jérusalem et fêter la Pâque. Donc, Jésus, fort de cette mission, déterminé à aller jusqu'au bout, malgré les réticences de ses compagnons, malgré les mises en garde de ses compagnons, parce que tout le monde sait que le roi Hérode veut la mort de Jésus, il veut le faire arrêter, veut le faire condamner à mort pour lui laisser le champ libre, hein, parce que Hérode craint que Jésus lui vole la vedette, si je veux schématiser un petit peu la chose. Et donc du coup, on voit aussi, parmi les compagnons de Jésus, il y a sa mère, Marie, et Madeleine qui l'accompagne. Madeleine qui est décrite ici comme la compagne de Jésus, mais en termes voilà, une relation extrêmement chaste, faite d'amour, de bienveillance, d'amour profond quand même si voilà, il n'y a pas d'amour physique, il y a énormément d'amour spirituel, un amour profond, vraiment un bel éloge de sentiments. Et ici, voilà, ici Jésus nous est quand même décrit comme physiquement différemment de toutes les représentations picturales qu'on a pu voir, comme ici là sur la couverture, on voit un homme voilà, assez maigre de visage, avec une musculature assez sèche, un corps assez maigre. Or ici, il est quand même décrit comme comme un homme avec une très très belle prestance, une aura quasi mystique, une corpulence. Il a quand même une musculature, parce qu'il est, bon, on nous dit quand même qu'il est fils de charpentier, il a été élevé par Joseph, qui lui-même était charpentier. Joseph qui lui a appris son métier, il lui a appris à manier le bois, donc forcément à développer sa musculature. Et il nous est quand même décrit comme un homme assez imposant physiquement, autant physiquement que qu'avec le charisme qui se dégage de lui. Voilà, on voit les miracles qu'il a accomplis, on nous décrit les miracles qu'il a accomplis, mais on nous décrit aussi ses doutes, les doutes de ses compagnons qui ont tenté jusqu'à la dernière minute de le détourner de sa mission. On voit aussi les doutes de Judas, hein, Judas qui a quand même le mauvais rôle dans l'histoire. On voit le rôle de Ponce Pilate. Voilà, on nous a toujours dit qu'il s'était lavé les mains du sort de Jésus. Or ici, ça va un petit peu plus loin. On nous décrit que ça va un petit peu plus loin que ça. Alors, voilà, c'est quand même un roman fictionnel basé sur des textes réels. Mais voilà, n'allez pas voir un blasphème là où il n'y en a pas. Il faut prendre ça comme un divertissement, comme un récit romanesque sur un des plus grands personnages de l'histoire de l'humanité, qui nous est quand même décrit comme un homme. Là, on nous raconte l'histoire de Jésus, homme, pas Jésus le mythe, pas Jésus
le mythe qui a traversé les siècles. On nous parle vraiment de l'homme investi de sa mission divine. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Je l'ai dévoré, même si, comme tout à chacun, on connaît l'issue de l'histoire. Hein, c'est comme le Titanic, on sait comment ça se termine. Mais voilà, la façon dont c'est narré, Gilbert Bode est très factuelle. Et franchement, c'est hyper bien abordé. C'est voilà, si vous connaissez pas, si vous voulez pas vous taper les textes religieux, vous pouvez très bien lire ce roman. Ça vous donnera une idée de ce qui s'est passé 3 jours avant la mort de Jésus. Voilà, ce qu'as-tu lu est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, est-ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie de lire ces romans. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si le cœur vous en dit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!